Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un invité qui nous vient de la République démocratique du Congo. Il a été élu gouverneur en 2019, sauf que quelques temps après, l'Assemblée provinciale a procédé à une manœuvre qu'on a appelée destitution. Monsieur Joseph Stéphane Moukoumadi est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Babi. Militants de l'UDPS, le parti présidentiel, sont vent debout depuis quelque temps. Ils n'acceptent pas du tout ce projet de loi parce qu'apparemment, ce projet de loi met les magistrats sous la coupole du ministre de la Justice. N'oublions pas que dans cette partie de la République, le pouvoir tel qu'il est défini aujourd'hui, la séparation du pouvoir telle que nous la connaissons, est en œuvre depuis l'avènement à la tête de ce pays de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est vu d'un mauvais œil par ceux qui ont mis à genoux ce peuple pendant plus de 18 ans. Donc vous pensez que ce projet de loi n'avantage pas le peuple, mais pourtant au Parlement, il y a des représentants du peuple là-bas. Pourquoi on ne fait pas confiance à ces représentants du peuple ? Vous savez, c'est ce même peuple qui a élu les parlementaires qui sont là-bas pour défendre leurs intérêts. Mais ce même peuple a décrié il y a incessamment sous peu une augmentation dite des salaires d'un peu plus de 2000 dollars par député. C'est-à-dire que le peuple a bien compris que ces parlementaires qui vont défendre les intérêts au niveau du Parlement ne vont que pour défendre leurs propres intérêts. Donc le peuple est en déphasage aujourd'hui avec le Parlement, c'est cela ? Eh bien entendu. Sinon, ce que vous voyez là n'est rien d'autre que la réalité du terrain. Mais qu'est-ce qu'il reproche concrètement à ce projet de loi Minakou ? Bon, ce qui reproche à ces projets de loi Minakou, comme vous l'avez bien décrit, c'est la mise sous coupole aujourd'hui des magistrats. C'est-à-dire que les enquêtes ne peuvent plus être poursuivies telles qu'elles doivent être. Il faut un cutus avant de pouvoir, en vain qu'un juge puisse se saisir d'un dossier, doit demander le cutus du ministre de la Justice. Mais dans le contexte actuel du pouvoir, vous savez très bien ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas à moi de vous détailler réellement ce que le peuple ne veut pas. Mais vous comprendrez très bien que le peuple a compris dans ces projets de loi une manœuvre de pouvoir stopper l'élan aujourd'hui pris par l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours prôné l'état de droit où la justice a sa part. Mais qui sont ceux qui ont des soucis à se faire par rapport à cette loi-là si elle était votée ? Ah ben, qui se demande au Parlement, parce que si les parlementaires tiennent coûte que coûte aujourd'hui à mettre sous la coupole du ministre de la Justice l'autonomie et l'indépendance des hauts juges de la République, il y a un problème. Ça, c'est là qu'il faut poser la question. L'UDPS n'a pas la majorité au Parlement, donc ce sera beaucoup de mouvements parce que le projet de loi risque d'être voté quand même. Bien sûr, vous savez, le peuple a toujours le dernier mot. Le pouvoir appartient au peuple. La justice élève une nation. Alors, sauf si, aujourd'hui, le parti majoritaire au pouvoir, à l'Assemblée plutôt, décide de passer en force, n'est pas écouter la voix du peuple qui l'a propulsé au niveau du Parlement pour défendre ses intérêts. Eh bien là, c'est l'illustration parfaite pour dire que l'Assemblée telle qu'elle est composée, pour certains, je ne dis pas qu'ils sont tous, mais pour certains, ne sont là que pour des intérêts partisans et non le peuple. L'actualité a été marquée également par le procès dit des 100 jours du président Tshisekedi et la condamnation de Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président de la République. Il a été condamné à 20 ans de prison. Comment est-ce que vous avez vécu ce procès ? Nous avons voulu d'un état de droit. Et bien voilà, aujourd'hui, l'état de droit est en marche. Et c'est ce qui fait titiller et titiller certains qui voient en cette arrivée éventuellement d'une justice indépendante un souci à se faire pour leur avenir politique. Mais dans le même temps, le verdict de 20 ans de prison, c'est loin d'être quand même, de faire l'unanimité, hein, parce qu'on voit des avocats du condamné qui estiment que c'était un projet expéditif où la condamnation a été prononcée sans aucune preuve. Que disent les textes de loi? De condamner sans preuve, vous l'avez dit? Non, bien entendu. Non, que disent les textes de loi? Ces hauts magistrats qui ont siégé dans ce procès, vous pensez qu'ils n'ont pas pu respecter la Constitution de la République démocratique du Congo et prononcer des sentences comme ça à la tête du prévenu, que je respecte beaucoup? Non. Mais est-ce que vous êtes d'accord quand même? Est-ce que vous êtes d'accord quand même que les magistrats auraient pu aller un peu plus loin en exhibant quand même quelques preuves
quelques preuves et fermer la bouche à ceux qui estiment que les preuves n'ont pas été exhibées. On a retrouvé beaucoup d'argent sur le compte d'un certain nombre de personnes. Ça aurait été très bien que ces personnes-là soient appelées à la barre et qu'ils justifient quand même comment se fait que ce montant-là se retrouve sur leur compte. Mais ça n'a pas été le cas. Bon, je ne peux pas être l'avocat de magistrats ou de la justice congolaise. Oui, mais je peux être l'avocat quand même de la logique. Oui, je peux être l'avocat de la logique et je pense que dans une logique, quand on recherche éventuellement de preuves ou qu'on recherche l'auteur intellectuel d'un certain nombre de faits, et ça c'est à la justice éventuellement de te défendre et puis d'apporter des éclaircissements sur la façon dont ils ont pu procéder aujourd'hui à établir cette culpabilité et ces sanctions qui est très très sévère, hein, je le conçois. Mais je pense que c'est aussi un moyen de dissuader l'homme politique congolais aujourd'hui à se remettre en cause et revenir au centre de l'intérêt réel de la population. Mais le procès aurait pu être pédagogique en faisant les choses dans les règles de l'art et en mettant le verdict au-dessus de tout soupçon. Parce que moi, je n'ai jamais pensé qu'on pourrait réaliser ce projet-là en quelques jours seulement. Est-ce qu'on n'aurait pas gagné à établir vraiment les preuves, comme le disent les avocats? Parce qu'aujourd'hui, ils vont faire appel. Et puis, on est reparti encore pour longtemps. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je me fais aussi l'avocat de la bonne justice et des bonnes procédures. J'ai confiance à la justice de mon pays. Et j'ai confiance aux magistrats de mon pays. C'est ce qu'on dit souvent, hein, jusqu'au moment où on est tapé, on est frappé soi-même. Bien sûr, vous savez, c'est ce qu'on dit souvent, mais je pense qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Et l'arrivée, l'avènement éventuellement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État au sommet de cette République, a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je ne suis pas très sûr. Peut-être on parle du procès de Vital Kamerhe, on parle de chantier de 100 jours aussi avec toute la vague de satisfaction qu'on note aussi. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'extraordinaire à la date d'aujourd'hui. Babi, vous savez, quand on arrive, d'abord, la première victoire, il n'y a pas eu d'infusion de sang. Pour un pays d'Afrique. Ça, ce n'est pas du fait de Félix Tshisekedi. Ah, bien sûr, c'est du fait de qui est à la tête de cet État, qui a incarné ces changements. C'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Et on peut encore pousser plus loin. Vous savez, c'est un système qui est là depuis combien d'années? Pour guérir un cancer, je pense qu'il faut un vrai diagnostic. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander, comme par miracle, de transformer toutes les habitudes datant de plus de décennies en une année d'exercice de pouvoir. Mais est-ce qu'il y arrive, le président de la République? Est-ce qu'il y arrive vraiment? Bien sûr. Selon vous? Mais depuis que vous connaissez le Congo, ce qui se passe aujourd'hui au Congo, où la justice prend sa place, depuis combien de temps l'avez-vous vu en Afrique? Dans quel pays d'Afrique où l'aviez-vous vu? Combien de pays d'Afrique? Le Congo a eu la chance d'avoir à la tête de cette nation le président de la République actuelle, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais cette condamnation de Vital Kamerhe, est-ce que ça ne fragilise pas le président de la République? C'est son allié quand même. Au contraire, ça vous prouve bien entendu que même dans son sillage du pouvoir, dans son cercle le plus fermé, il l'a bien dit, que chacun se comporte dignement. Quand on ne se comporte pas dignement et qu'on a des preuves qui prouvent la culpabilité, que l'on soit sans bras droit ou pas, la justice fait son travail. Et il ne s'interfère pas dans les affaires de justice. Mais est-ce que ce n'est pas cela également qui fait dire à certaines personnes que c'est un règlement de compte politique? Parce que c'était très bien de se débarrasser d'un adversaire politique, non? Vous savez, ça c'est l'Africain. Hein. Quand on veut éventuellement écarter le débat, au lieu d'élever le débat beaucoup plus intellectuel pour comprendre le bien fondé
des décisions qui sont prises ou de la liberté aujourd'hui tant savourée par le peuple, on est en train de brandir des complots sur complots, de complots Mais sur le risque complots. existe de règlement de compte, non? Le risque existe quand même. Non, 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 je ne pense pas qu'il y ait de règlement de compte parce que la sentence vient de la justice. Ce n'est pas le chef de l'État qui a mis en justice Dans l'absolu, M. c'est ce qu'on Caméré. dirait. Oui, oui, son dans directeur l'absolu, c'est ce qu'on cadre. dira. Oui, oui. Non, 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 non. La justice est saisie d'un dossier, la justice a enquêté et la justice a établi une culpabilité et le présumé coupable, parce que je pense que l'appel sera fait de ces jugements, a répondu devant la justice. Et la justice est libre. Vous savez, la Mais justice ceux est qui libre. estiment qu'on a expédié ce procès estiment dans le même temps que si on poussait un peu plus loin, le président de la République même ne serait pas indemne. Bon. Désolé Non, non, de vous pousser un peu dans vos retranchements. non, non, hein. non, vous ne me poussez pas dans mes retranchements, sauf Oui. que je comprends. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont là en train de dire ce n'est pas bon, il n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et tout le tralala. Et aujourd'hui, quand ils vous montrent, en vous donnant, en vous emportant un état de droit, on est encore là sur le complot, voilà qu'il est en train de délivrer pour soit X raisons. Arrêtons. Regardons le travail abattu, regardons d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. Et il y a un palier à franchir, et ces paliers-là, on l'a déjà franchi avec l'indépendance de la justice. En C'est tout cas, déjà beaucoup. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, je rappelle que le premier juge qui a connu de ce dossier, dès que le procès a commencé, ce juge-là est décédé de manière miraculeuse. L'autopsie révèle des choses que la famille ne partage pas. Peut-être notre invité a son mot à dire là-dessus. Mais avant, on va marquer une pause, chers téléspectateurs. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui le gouverneur de Sankuru, M. Joseph Stéphane Moukoumadi. Il nous dira s'il est toujours gouverneur ou si la décision prononcée par le Parlement de Sankuru. Avant de revenir aux questions qui vous concernent personnellement, on parlait du procès de Vital Caméré et on a également évoqué le décès du juge qui conduisait le dossier en la personne de M. Raphaël Nyayi. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle du décès du juge? Vous savez, pour votre gouverne, le juge Raphaël est l'un de mes administrés, c'est un Sankourois. Donc, son décès, nous l'avions accueilli avec beaucoup de tristesse. Paix à son âme. J'ai passé les condoléances auprès de sa famille. Bon, le médecin ont fait leur travail. La justice d'autopsie. Ce travail a été rendu public. Donc, je ne peux pas interférer ou... non, n'interférez pas, mais vous avez bien compris que la famille n'a pas été du tout d'accord avec le résultat de l'autopsie. Encore que c'est la famille qui en a fait la demande, mais l'annonce a été faite par la famille en primeur. Mais la famille découvre le verdict dans la presse, sur la place publique. Est-ce que ceci ne cache pas quelque chose? Bon, la famille, s'ils estiment que le décès ou le rapport de l'autopsie n'est pas conforme à ce qu'ils y attendaient, on peut demander une contre-expertise. C'est ce qu'ils ont demandé, ils ont l'autorisation de demander une contre-expertise par de médecins choisis ou éventuellement des cliniques choisies par cette famille. S'il y a soupçon dans le chef des autorités ou de médecins qui ont mené cette autopsie, c'est de leur droit. C'est de leur droit, je pense. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus, mais j'ai été aussi attristé énormément car c'était un digne fils de ma province, du Sankuru aussi, que nous avons là perdu. Et ça n'enchante personne au Sankuru. Ça n'enchante personne, mais il y a de fortes rumeurs quand même qui estiment, enfin, une forte rumeur qui fait un lien entre le procès qu'il conduisait et son décès. Est-ce que vous ne faites pas ce rapprochement, vous? Je ne fais pas ces rapprochements pour une simple bonne raison, c'est que la justice a mené, et est en train, je pense, de mener des enquêtes là-dessus. Il y a eu l'autopsie qui nous a donné les verdicts du décès, donc le résultat. Et même ce que révèle cette autopsie-là ne laisse personne pantois parce que on estime qu'il aurait reçu un coup sur la tête. Bon, là, et on parle je ne peux pas.
Je ne peux pas confirmer aujourd'hui. La contre-expertise, je pense, nous permettra de faire encore beaucoup plus de commentaires. En tout cas, en attendant la contre-expertise, retenons quand même que la première autopsie estime qu'il y a une hémorragie après un coup sur le crâne. Sa famille exige la contre-expertise. On attend les résultats de cette contre-expertise afin de pouvoir apprécier ce dossier. Alors, quel bilan faites-vous des actions de Félix Tshisekedi aujourd'hui, la tête de votre pays? Le bilan de son Excellence Antoine Félix Tshilombo, il est aujourd'hui à acclamer, dans le sens où, vous savez, sans la liberté... À acclamer, vous avez dit? À acclamer. Est-ce que vous n'y allez pas un peu trop? Non, non, je n'y vais pas trop, j'y vais en connaissance de cause. Vous avez des éléments sans doute. Oui, oui, j'ai des éléments. Si je le dis, je l'assume. C'est qu'aujourd'hui, il y a au moins une liberté dans ce pays. Dans le passé, avez-vous connu la République démocratique du Congo où la liberté d'expression était à ce niveau? Mais vous parlez de quel passé? Le passé lointain, lointain ou bien le passé proche? Non, je parle du passé proche et non lointain, du passé proche. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est libre de s'exprimer. Donc vous parlez du passé avec vos alliés d'hier et d'aujourd'hui. Bon, c'est nos alliés, oui, que je respecte beaucoup. Parmi ces alliés, il y a des gens très, très respectueux, auxquels j'ai beaucoup d'estime et qui sont de modèles pour nous. Mais comme vous savez, dans un groupe, il y a toujours ce qui font un peu de l'excès des ailes et qui amène toute la meute de fois dans les abus. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus dans le passé que nous ne retrouvons pas aujourd'hui. Les médias sont libres, les insultes fusent dans tous les coins, même si nous ne tolérons pas, nous n'acceptons pas cela. Mais en aucun cas, vous avez entendu interpeller quelqu'un dans ce pays parce qu'ils ont insulté les chefs de l'État. Vous n'avez pas vu l'interpellation de quelqu'un dans ce pays parce qu'ils ont insulté un de ministres. Non, c'est des choses qui n'existent plus. Mais dans le passé, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Moi qui vous parle aujourd'hui en tant que gouverneur, je suis devant vous. Vous savez combien d'insultes fusent aujourd'hui à ma personne? Énormément d'insultes. Mais par qui? Par ceux-là qui acclament. Ceux-là qui acclament, c'est qu'ils les ont mis à genoux. Mais en aucun cas, j'ai demandé l'interpellation de qui que ce soit. C'est la liberté de l'expression. Nous avons voulu la démocratie. Ah ben voilà la démocratie, ça commence par là. Et donc déjà, c'est un très très bon point qui est amené par son Excellence. Et ensuite? Monsieur le Président de la République. On peut passer encore en second plan la liberté aujourd'hui de la justice. La séparation de pouvoir. C'est un très bon point. Donc nous ne pouvons pas arriver et transformer tout comme ça en un temps record. Nous n'avons pas de bâton magique. Méthodiquement, nous y allons. Peut-être au rythme que certains trouvent des lenteurs ou de tout ce qu'ils peuvent dire, mais nous estimons qu'avec un adversaire de cette taille, il faut y aller avec beaucoup de tact. C'est vrai que les populations sont toujours exigeantes et en demandent un peu plus chaque fois. Et je voudrais apporter un peu d'eau à votre moulin en disant que certaines personnes qui étaient en exil avant l'accession du président Félix Tshisekedi au pouvoir sont rentrées librement dans leur pays. C'est tout à l'honneur du président de la République, mais il reste encore des choses à faire. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, cette affaire de chantier des 100 jours aurait quand même pu être un élément déclencheur du grand bâtisseur qu'aurait été le Félix Tshisekedi. Mais à l'arrivée avec des chantiers ouverts, abandonnés, de la dilapidation de fonds et ainsi de suite, aujourd'hui, est-ce que ce projet n'est pas un fiasco en fin de compte? Je ne dirais pas que ce projet était un fiasco. Au contraire, cela prouve encore la grandeur de l'homme que nous avons eu à la tête d'un aussi grand pays comme la République démocratique du Congo. Il a fallu des ambitions et il a montré que les ambitions étaient là. Mais comme vous le savez, dans une coalition, nous sommes dans une coalition qui ne dit pas son nom. Okay? Et cette coalition qui ne dit pas son nom a des revers. Eh bien, c'est le résultat de ces revers que nous sommes en train de découvrir. Mais nous nous battons contre vents et marées pour apporter ce changement tant rêvé par cette population. Nous nous battons et nous y arriverons, car le peuple finit toujours par gagner. Mais vous tenez une position qui n'est pas vraiment tenable. Parce que vous n'avez pas la majorité au Parlement, c'est une grande insuffisance. Vous faites confiance à quoi? À la rue? Vous voulez gouverner avec la rue? C'est pour ça que je vous ai dit que nous faisons confiance à la population. Parce que le peuple souverain... Vous faites confiance à la population ou bien vous faites confiance à la rue? Non, à la population, pas à la rue. Je parle bien à la population. Oui. Parce que le peuple est souverain. Et le pouvoir est du peuple. Dans une alliance telle que nous avons là,
vous pouvez remarquer que tout ce qui est mis et tout ce qui est fait pour l'avancement a toujours des revers, il y a toujours des blocages. Oui. Mais méthodiquement, nous procédons, méthodiquement, nous déverrouillons la machine petit à petit pour apporter ces changements. Vous pensez pouvoir y arriver? Ah ben bien sûr, bien sûr. Parce que vous n'avez pas la majorité au Parlement, vous avez pas mal de personnes qui occupent des postes stratégiques dans votre gouvernement et qui viennent de vos alliés entre griffes. Et on atteste ce débat par rapport à ce projet de loi Minakou. On se demande jusqu'à quand vous pouvez tenir comme ça. Est-ce que les taux ne se resserrent pas autour de vous? Non, non, vous avez bien parlé du Parlement. Mais dans ces parlements, c'est des citoyens congolais qui sont dans ce Parlement. Et dans ces parlements-là, nos alliés sont aussi conscients de ce qui se passe, sont aussi conscients du devenir de ce pays, sont aussi conscients du développement de ce pays. D'où, ceux-là sont aussi avec nous. C'est comme ça que j'appelle le peuple. C'est ceux qui sont au Parlement et ce que vous avez appelé la rue. Tous font l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo. Et on en a marre. C'est un ras-le-bol. Et ces ras-le-bol, le peuple, à un moment donné, reprendra son pouvoir et le donnera à qui de droit. Et aujourd'hui, à qui de droit, il est entre de bonnes mains. Mais comment voyez-vous l'avenir de cette alliance-là? Bon, l'avenir de l'alliance, vous savez, dans cet avenir, j'ai toujours foi en cette alliance, j'ai toujours foi. Et dans cette alliance, il y a certains qui veulent bien torpiller ce travail abattu pour cette alliance, mais nous gagnerons. C'est-à-dire ceux qui ont la volonté réelle de l'apogée de cette partie de la planète sont nombreux. Et même dans cette alliance, nous avons encore ceux qui croient dur comme fer et qui aspirent à ce que leurs enfants puissent bénéficier du même droit que tout le monde, de mêmes avantages, de mêmes études comme tout le monde. Mais ceux-là sont encore dans ce pays. Et cette alliance ne peut que nous apporter à un moment donné la volonté du peuple. Certains estiment quand même qu'avec la condamnation de Vital Kamerhe, vous êtes plus fragilisé que jamais. Vous regrettez? Ça dépend où on se pointe et dans quel angle on regarde. Dans n'importe quel angle. Ça ne vous avantage pas, bien entendu. C'est pour ça que je dis, ça dépend Parce dans que quel Vital angle. Kamerhe quand même draine du monde derrière lui. Il draine du monde. Et ce beau monde-là, ce n'est pas vers vous qu'ils vont aujourd'hui, hein, apparemment. Il draine du monde, le DIRCAB, oui, je suis tout à fait conscient. Mais ce monde-là est congolais. Ce monde-là regarde les intérêts de la République démocratique du Congo avant tout. Donc ce monde-là en avait aussi marre du système. Et ce monde-là a besoin du changement. Ce monde-là a besoin de changement. Nous allons suivre les actions du président Félix Tshisekedi et voir ce qu'il réalise. Nous allons toujours en rendre compte à nos téléspectateurs. Mais nous allons nous intéresser quand même à la province de Sankourou et voir qui est gouverneur là-bas réellement. Est-ce que c'est mon invité que j'ai en face de moi? Est-ce que la décision prononcée par le Parlement provincial tient vraiment toujours? Est-ce que quelque chose va se passer bientôt? Est-ce que c'est toujours lui qui a la signature? Autant de choses que nous allons voir dans la toute dernière partie de cette émission. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Le meilleur reste à venir. Merci. Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui notre invité qui nous vient de la République démocratique du Congo, Joseph Stéphane Mukumadi. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Alors, je le disais en attente de cette émission qu'en 2019, vous avez été élu gouverneur de la province de Sankourou, mais quelques mois après, vous avez été destitué par l'Assemblée provinciale. Dites-nous, M. Mukumadi, est-ce que vous êtes encore gouverneur de Sankourou aujourd'hui? Merci, Babi. Je suis et je demeure bel et bien le gouverneur de la province du Sankourou et j'engage la province du Sankourou. Donc, je suis confiné ici en Europe. Je suis arrivé pour des raisons de santé et je profite de la même occasion pour joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire multiplier un certain nombre de contacts qui me permettront demain de vendre ma province au plus offrant. Et surtout, quand je dis vendre ma province au plus offrant, les gens risquent de mal l'interpréter. C'est que c'est une partie de la République démocratique du Congo auquel tout est à faire. Et pour s'y faire, il faut des hommes d'affaires aguerris, volontaires, capables de prendre des risques pour pouvoir venir investir dans cette partie de la République. Mais M. Mukumadi, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi vous a-t-on destitué? Si destitution il y a, pourquoi vous a-t-on destitué réellement? C'est une question très intéressante, Monsieur Babi. Vous pouvez destituer quelqu'un que vous avez déjà destitué une fois
sans l'avoir remis en selle et vous le destituez pour la deuxième fois. Donc vous avez été destitué 2 fois. 2 fois. Donc, Par le même par la même Parlement assemblée. provincial. Voilà, donc ça pose déjà un Mais problème. il vous reproche quoi concrètement? Il me reproche quoi? Je pense que vous avez suivi l'élection qui m'a permis d'accéder à la tête de cette province. Toutes les péripéties, commençant par la nationalité qui n'était pas congolais, apparemment qui était français, un expatrié qui venait... Ce qui n'est pas tout à fait faux non plus. Ah ben c'est En faux. tout cas, on y reviendra. Dites-moi. C'est faux, dites-nous parce que déjà ce qui s'est si passé j'ai pu réellement. concourir, c'est Oui. que j'ai le droit, en tant que citoyen congolais, de me présenter à ces élections. Je me suis présenté, et bien voilà que je les ai battus. Ce n'étaient que des faux fouillants, sachant qu'ils avaient en face un adversaire coriace qui a le main propre, qu'ils ne connaissent pas. Il fallait à tout prix trouver un mécanisme, car ils sont habitués au candidat unique. Mais quand vous dites « il », c'est qui? Mais ceux qui ont dirigé la province pendant des décennies sont habitués au candidat unique. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'adversité. Ils ont peur d'avoir des gens en face. Alors la seule raison pour se retrouver encore seul était de brandir un soi-disant nationalité autre que congolais pour disqualifier M. Moukoumadi. Vous avez suivi cette même cour d'appel qui a multiplié de faux en écriture, qui a multiplié même de numéros de passeport français qui ne m'appartenaient pas, montés de toutes pièces par ces mêmes adversaires d'hier. Et vous pensez qu'aujourd'hui seront mes amis? Donc vous voulez dire que l'affaire de 2 passeports de vous qu'on aurait exhibés n'est que du leurre? C'est du leurre. C'est du montage? C'est du faux. C'est du faux. C'est des numéros de passeport qui n'existaient même pas. Donc vous n'avez pas un passeport français? Ah ben non, je suis congolais. Vous n'en avez jamais eu? Je suis né d'origine congolaise. J'ai eu la nationalité française, j'ai renoncé à ma nationalité française et j'ai obtenu ma nationalité congolaise, un certificat de nationalité signé par le ministre Tambwe Mwamba, qui est le président du Sénat actuel, fait foi. Qu'est-ce qu'on peut, même ces certificats signés par M. Tambwe Mwamba, donc vous pouvez me dire que M. Tambwe Mwamba a signé un faux certificat pour me reconnaître la qualité de Congolais? Mais vos déboires, ce n'est pas seulement par rapport au passeport ou 2 passeports par rapport à la nationalité. Mais il y a eu également le président de la Cour d'appel qui a ouvert un dossier contre vous pour faux en écriture. On vous reprochait quoi concrètement? Mais ces faux en écriture venaient que sur le certificat de nationalité de M. Moukoumadi. Donc M. Tambwe Mwamba aurait fait un faux passeport, un faux certificat de nationalité à M. Moukoumadi pour me permettre de concourir avec celui qui a placé ce président de la Cour. Vous savez, cette élection nous a appris beaucoup de choses. Et c'est là où je vous ai dit l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a changé beaucoup de choses. Parce que dans le passé, j'ai été arrêté, moi. J'ai été enlevé en plein jour. Par qui? Par ceux avec qui je concourais. J'ai été enlevé. Pendant la période électorale? Pendant la période électorale, mais ça, personne n'en parle. Mais on vous reprochait quoi concrètement? On me reprochait éventuellement de troubles à l'ordre public parce que je me rendais à l'Assemblée présenter mon programme. Troubles à l'ordre public. Mais justement, on va en venir par rapport à la présentation de votre programme et par rapport à votre investiture. Parce qu'apparemment, l'investiture n'a jamais eu lieu. Et c'est justement ce que vous reproche le Parlement provincial qui vous a destitué. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas présenté le jour où on devrait procéder à votre investiture, le jour où vous devez présenter votre gouvernement? C'est une très très bonne question, monsieur le journaliste. Vous savez, la candidature déjà a posé problème. Et ils ont promis qu'ils rendront ingouvernable la province du Sankourou s'ils ne sont pas élus gouverneurs. Et l'arrivée de Moukoumadi ne posait que problème. Nous avons été appelés, toute affaire cessante, le président de l'Assemblée provinciale et moi-même, à Kinshasa par le ministre de l'Intérieur pour consultation. Je ne pouvais pas être en même temps dans ma province et à Kinshasa pour consultation. Le président de l'Assemblée a refusé de prendre l'avion qui nous attendait parce qu'il a reçu les ordres de Kinshasa comme quoi le gouverneur étant indépendant et venant de la société civile et qui ne veut pas adhérer à la plateforme FCC par le biais du parti PPRD, il faut le faire sauter. Je vais permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire que vous avez reçu une correspondance depuis Kinshasa, la capitale, vous demandant de vous rendre dans les bureaux
du ministère de l'Intérieur qui vous a invité. C'est bien ça. Avec le président de l'Assemblée provinciale. Provinciale, c'est bien Mais ça. à ce rendez-vous, le président de l'Assemblée provinciale n'a pas voulu y aller. Non. Il vous a laissé y aller. Ouais. Allez vous seul. Et pendant que vous étiez là-bas, il a convoqué une plénière pour dire pour que le connaître de gouverneur... votre investiture. Voilà. Donc vous n'avez pas pu assister Non, à cela. non. Et pour couronner tout, après cette plénière, la résolution était accusation, démission immédiate du gouverneur. Et il m'a rejoint à Kinshasa, où nous sommes arrivés en consultation dans un conseil interministériel sur les conflits qui régnaient, parce que les autorités ont compris très bien que la population était prête à éclore. Car les tensions étaient palpables en province. Ils ont compris que ceux qui ont promis l'ingouvernabilité de la province tenaient mordicus à pouvoir mettre la province à feu et à sang. Pendant que nous étions à Kinshasa, ils m'ont déjà destitué pour la première fois au mois de novembre. Mais étant à Kinshasa en consultation avec le même président de l'Assemblée, il demande d'aller clôturer sa session. Pendant qu'il demandait d'aller clôturer sa session, ils m'écrivent en me demandant les 26, ils envoient une correspondance au gouvernorat pour me demander, moi qui ai déjà été destitué pour une première fois, on m'envoie encore une convocation afin de me présenter les 28. Je suis à Kinshasa. Je fais comment pour me déplacer le 28 et le 26 à Kinshasa à 11h où on a réceptionné le courrier et je dois me présenter les 28 avec mon gouvernement. Voici ce qu'a déclaré Joseph Alengo, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, qui disait exactement ceci, citation, « C'est pour la deuxième fois que le gouverneur Moukoumadi refuse de se présenter devant l'Assemblée provinciale pour l'audition de son discours-programme et l'investiture de son gouvernement formé il y a presque 2 mois. Ça s'appelle outrage à notre institution. » Fin de citation. Outrage ou pas outrage? Il n'y a pas outrage. Car le gouverneur a bien écrit, a échangé plusieurs correspondances avec l'Assemblée pour leur dire le seul moyen de me présenter en province, c'est d'avoir un jet privé ou d'avoir un avion privé qui peut m'amener de Kinshasa à la province. FCC, par le biais de PPRD, Moïse Ekanga a loué un jet privé qui les a amenés les 27. FCC, c'est la coalition autour de l'ancien président, Joseph Kabila. Voilà, voilà. Alors, il a loué un avion le 27 qui a pris les députés et le président de l'Assemblée pour les amener le 28 siéger. Mais moi, indépendant que je suis, comment je pouvais me déplacer, quitter Kinshasa jusqu'à la province dans un temps record? Et donc, nous avons écrit pour demander les reports. Nous avons sollicité, même auprès de cette même Assemblée, une session extraordinaire, s'il tenait réellement à ce que je présente mon programme. Terminons avec les consultations de Kinshasa. Nous convoquons la session extraordinaire que le gouvernement provincial accepte de payer pour la présentation du programme. Ils ont refusé. Ça veut tout dire. Alors aujourd'hui, concrètement, qui siège au gouvernorat de la province? C'est toujours M. Moukoumadi, c'est toujours moi. C'est vous qui avez la signature. J'ai la signature. Sauf que vous-même, vous avez été absent pendant longtemps. J'ai signé les documents aujourd'hui. C'est mon vice-gouverneur pour le gouverneur en mission. J'ai quitté la Kinshasa pour des raisons de santé. J'ai demandé aux officiels, aux autorités, de me permettre de venir me soigner. Je suis ici pour des soins à Paris. Mais tout cela se passe sans que le ministre de l'Intérieur, avec qui vous étiez au rendez-vous, ne pipe mot là-dessus. Parce que j'aurais bien voulu avoir une réaction du ministre de l'Intérieur ou le ministre de la décentralisation qui va siffler la fin de la récréation. Ils ont sifflé la fin de la récréation. Il y a une commission interministérielle qui a été initiée. Et dans cette commission interministérielle, l'Assemblée a donné ce moyen de défense pour réellement étayer le fait, prouver l'outrage qu'ils ont collé au gouverneur. Le gouverneur a présenté ces moyens de défense pour prouver réellement qu'il n'y a pas eu outrage. Car de bonne foi, j'ai échangé avec l'Assemblée qui n'a voulu rien entendre. Ils étaient là pour exécuter les ordres venant de Kinshasa. Monsieur Moukoumadi, revenons un peu en arrière pour parler de celui qui était en face de vous quand même pour cette élection, parce que vous aviez un gros morceau en face. Monsieur Lambert Mende, pour ne pas le nommer, qui était le porte-parole du gouvernement de l'ancien président Joseph Kabila. Alors, comment est-ce que vous procédez pour abattre du lourd comme ça? Le peuple en avait marre. Donc, marre de quoi? Parce que M. Lambert n'était pas le gouverneur avant. Oh ben c'est ce que vous pensez. C'est M. Mende qui gouvernait la province. Parce que le gouverneur qui était là n'était qu'un... Ça, c'est un jugement de valeur. Ça, c'est un jugement de valeur. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est M. Mende qui dirigeait la province.
Alors, comme M. Mende dirigeait la province, il a dit qu'il va corriger les erreurs de son mentor. Donc, qui est Berthold. Mais j'ai battu M. Mende, pourquoi? Parce que j'ai apporté le renouveau. L'homme politique qu'attendent aujourd'hui les Congolais. est-ce que vous êtes sûr La que c'est classe seulement politique nouvelle. Est-ce que vous pensez que c'est seulement le renouveau que vous avez apporté? Ah ben bien sûr, j'ai apporté le renouveau et le changement. Parce que certaines personnes estiment que vous avez apporté bien plus que le renouveau. Hein? Oui. Parce qu'on dit que votre méthode a été l'achat de conscience aussi. Ah ben non, vous savez, monsieur le journaliste, l'achat de conscience, entre moi et monsieur Mende, qui fut ministre pendant combien d'années, qui peut prétendre avoir le moyen nécessaire réellement d'acheter la conscience des gens? C'est simplement son discours. Non, 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 c'est son discours qui ne roulait pas, qui ne tenait plus. Il a fait énormément de promesses qu'il n'a jamais tenues. Tout le monde le sait. Alors, à un moment donné, la population a dit non. Et ils ont voulu d'un sang nouveau, des idées nouvelles, axées sur une politique de développement. Ces choses que nous avons apportées. Jusque-là, c'est des choses qui ne sont jamais dites en province. En tout cas, on estime quand même qu'avec tous ces problèmes-là, ça doit avoir un impact sur le développement de la localité, de la province. Comment est-ce que vous comptez procéder pour ramener la balle à terre? Vous savez, plusieurs consultations sont en cours où je suis en train de sensibiliser ces mêmes qui m'ont élu à leur faire comprendre qu'il est temps de construire ensemble. Et le doyen qui sont à Kinshasa, tous quasi du FCC, leur dire aussi, c'est notre patrimoine commun. Et je leur tends tous la main pour nous permettre éventuellement de construire la province tant meurtrie. Il est temps de construire ensemble, en tout cas, c'est cette phrase que je garde de votre intervention dans cette émission, une phrase qui quand même est fédératrice du bon devenu dans cette province que vous êtes censé gouverner. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Je vous laisse tout de suite en compagnie des programmes d'Africa 24. À très très bientôt.